Bonsoir et bienvenue dans cette session de questions-réponses autour de la transmission d'entreprise. Je suis Mathieu Kaczmarek, entrepreneur et surtout repreneur d'entreprise, seul ou avec des associés sur la France entière. Donc j'ai voulu organiser cette petite session en fait pour répondre aux questions des cédants par rapport à la transmission de leur entreprise. Et j'ai reçu quelques questions par avance de personnes qui ne pouvaient pas se connecter, donc on va les prendre. Et si d'autres personnes se connectent entre deux, eh bien, nous verrons ça en direct et ce sera enregistré pour vous. Donc, la première question vient de Julien qui demande donc comment savoir si c'est le moment de vendre son entreprise. C'est une bonne question puisque en fait, la transmission d'entreprise, c'est un processus long dans le sens où il y a toute une phase, premièrement, psychologique, c'est-à-dire on ne vend pas une entreprise comme on vend un service finalement. On a quand même mis beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts, parfois d'investissement financier, etc. Ça nous a coupé de certains hobbies ou alors de visites en famille, etc. Donc, vendre son entreprise, c'est quand même différent que vendre une voiture, voire vendre une maison. C'est encore autre chose, on va dire. Donc, il y a vraiment tout un processus psychologique à la vente d'une entreprise qu'il ne faut pas négliger. Et c'est ça qui prend souvent un peu de temps au démarrage. C'est-à-dire, entre le moment où on se dit « Ah, j'aimerais faire autre chose » ou j'aimerais partir en retraite » ou je commence à fatiguer, j'ai plus trop envie de la gérer, l'entreprise », il y a quand même une zone tampon d'acceptation finalement mentale de cet état de prise de conscience finalement, avant de commencer à faire les démarches actives pour la mettre en vente. Ensuite, est-ce que c'est le bon moment pour vendre? C'est une question extrêmement personnelle et ça dépend vraiment de chaque entreprise, dans le sens où il y a des entreprises qui vont être vendues quand elles sont en haut de la vague, des entreprises qui vont être vendues en bas de la vague. Il y a des entreprises qui vont être vendues au moment où elles sont dans une phase un peu plateau et elles ont besoin d'un investisseur ou d'un repreneur pour passer le niveau supérieur. Donc, il y a vraiment toutes sortes de situations. Le principal, c'est de se dire, OK, si vous avez déjà eu cette question, c'est quand même quelque chose qui traîne dans votre tête, quelque chose qui passe dans votre tête et finalement, ça vaut le coup peut-être de prendre quelques jours pour s'asseoir, réfléchir calmement et posément, finalement, pour eh bien, accepter cette situation et de se dire, OK, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que c'est le bon moment pour l'entreprise? Si vous venez de lancer un plan de transformation, est-ce que c'est le moment de quitter l'entreprise et de risquer le fait que le repreneur ne va pas pouvoir comprendre le plan de transformation mis en place et peut-être louper la reprise? Et louper la reprise pour un repreneur, ça vous impacte en général vous aussi, dans le sens où le financement, le plan de financement de l'entreprise, c'est rarement 100% en cash le jour de la signature du deal chez votre avocat. Donc, il faut garder en tête le fait que, en général, il va y avoir peut-être du crédit vendeur, peut-être des clauses de earn-out, donc c'est-à-dire qui vont se déclencher, par exemple, sur un niveau de chiffre d'affaires dans les années futures, etc., etc. Donc, si l'entreprise ne fonctionne pas bien, le repreneur va avoir des difficultés finalement pour vous payer et vous n'aurez que peut-être 50-60% du prix finalement de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Une fois que vous transmettez à l'entreprise, ce n'est pas la fin de l'histoire pour vous. Vous êtes encore, quand même d'une manière ou d'une autre finalement connecté avec le repreneur et vous avez tout intérêt à ce qu'il réussisse. Non seulement pour propager ce que vous avez construit, ça serait dommage de le casser en 1 an ou 2 ans, ce que vous avez mis peut-être 10, 15 ou 20 ans à construire, et finalement réussir à être payé entièrement du prix que vous aviez convenu au moment de la signature du deal. Donc le bon moment, c'est vraiment une question très personnelle et en fonction de chaque entreprise, donc en fonction du moment, la phase dans laquelle l'entreprise se trouve. Et je vous invite réellement à prendre quelques minutes pendant plusieurs jours et vraiment de bloquer ce temps dans votre agenda pour poser la réflexion et de faire un état des lieux finalement, de se dire est-ce que moi j'ai envie de céder ou pas? Est-ce que l'entreprise, est-ce que je suis encore la bonne personne pour gérer l'entreprise? Ou est-ce que l'entreprise a besoin d'un boost extérieur finalement pour l'emmener au prochain niveau? Donc ce sont les questions, enfin les réponses que moi, pardon, ce sont les questions que moi je me poserai pour savoir si c'est le bon moment. Alors, deuxième question reçue de Ikma. Donc, faut-il forcément passer par un intermédiaire pour vendre son entreprise? La réponse est non. Il y a énormément de repreneurs potentiels finalement sur le marché. Donc,
vous n'êtes pas directement obligé d'aller voir un cabinet de transmission d'entreprise, même si c'est leur métier. Ils ont, comme tout le monde finalement, leur intérêt et leurs failles. Donc le principal bénéfice de passer par un cabinet de transmission, c'est qu'en général, c'est lui qui va venir vous poser des questions et créer un dossier en fait pour les repreneurs. Ce dossier, ça va comprendre quoi? Une description d'entreprise, peut-être les derniers bilans, le fonctionnement, etc. Finalement, ils vont poser dans un document, en général un PDF qu'ils vont partager avec les repreneurs, un cadre en disant, voilà, ça c'est l'entreprise à reprendre. Le principal inconvénient des cabinets de transmission, c'est qu'eux, ils appliquent un pourcentage sur la transaction. Donc, admettons que votre entreprise est à vendre 1 million. Si le cabinet de transmission demande 5%, eh bien, ça va être 50 000 € que le repreneur va devoir sortir en plus, finalement, du million d'euros de la transaction. Donc, ça peut parfois représenter un frein, cet investissement. Surtout que c'est vous, en tant que cédant, qui faites appel. C'est rarement le repreneur qui va se dire, tiens, je vais mettre entre moi et le vendeur un intermédiaire. Donc ça, c'est une sorte de coût en fait qui peut refroidir. Donc c'est pas du tout obligatoire de passer par un cabinet de transmission. Il y a énormément de deals qui se font parce que un repreneur a contacté un cédant ou alors un cédant a trouvé un repreneur par lui-même. Et il y a plein d'endroits où vous pouvez les trouver. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans vos amis, ça peut être dans vos concurrents, dans vos fournisseurs, dans vos sous-traitants. J'ai écrit un article complet dessus et je mettrai le lien dans la description en dessous, où justement j'explique chaque catégorie de personnes que vous pouvez contacter finalement pour transmettre votre entreprise, dont les cabinets de transmission. Il y a des fois des cabinets de transmission très ciblés sur des industries très particulières. Et là, ça peut peut-être être intéressant puisqu'ils ont probablement une liste d'acheteurs, comment dirais-je, prêts à investir finalement. Et ils sont parfois plus en recherche d'une entreprise à vendre que d'acheteurs finalement. Donc, il faut vraiment étudier la situation. Est-ce que vous êtes dans une industrie très spécifique ou il y a des cabinets de transmission, comment dirais-je, spécialisés dans votre domaine? Ou alors, est-ce que c'est des cabinets de transmission plus généralistes qui ont aussi bien un commerce de proximité qu'une petite industrie, et ça n'a rien de péjoratif, hein, mais ils ne sont pas spécialisés dans votre domaine et du coup, ils n'ont pas forcément une liste d'attente d'acheteurs prêts à acheter votre entreprise. Donc, c'est un peu ça, en fait, la question de est-ce qu'il faut choisir un cabinet de transmission ou pas. Ça ne va pas forcément dire que ça ira plus vite parce que vous utilisez un cabinet de transmission. Loin de là, parfois. Ils vont avoir leurs propres règles de sélection des repreneurs. Parfois, ils vont même refuser des repreneurs avant de vous en parler, puisqu'ils font un peu ce filtre, etc. Donc, parfois, on ne sait jamais. Ça peut arriver qu'un repreneur n'ait pas les bons critères pour le cabinet de transmission, mais que pour vous, ça pourrait aller finalement. Donc, la question, c'est, enfin, la réponse, c'est non. Faut-il avoir forcément un cabinet de transmission? Question suivante de Yannick. Alors, quels sont les points importants d'un contrat de cession? Donc, les points importants dans un contrat de cession, il y a nécessairement tout ce qui touche au prix et au financement. Donc, comme je disais un peu plus tôt, il y a le prix, par exemple, admettons, on s'accorde sur 1 million d'euros pour la valeur de votre entreprise, mais ça peut être payé en plusieurs fois. Il peut y avoir, par exemple, 600 000 € à la signature, puis 3 paiements de 100 000 €, et enfin 100 000 € qui sont conditionnés au futur chiffre d'affaires, par exemple, de l'année N+1 de la vente. Donc, tout ceci, ça fait que c'est des points très, très importants à mettre. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à la garantie d'actifs passifs qui, en fait, permet aux repreneurs de s'assurer que vous, en tant que cédant, si vous avez commis des erreurs volontaires ou involontaires, ça peut arriver, un contrôle URSSAF, un contrôle fiscal, vous pensiez que la pratique était légale, l'État n'est pas d'accord, etc. Et il y a à ce moment-là une rectification d'une situation. Eh bien, admettons que ce contrôle URSSAF coûte 20 000 € à l'entreprise, le repreneur est tout à fait en droit de se retourner vers vous pour lui dire, écoutez, ça date de votre gestion, c'est, entre guillemets, votre faute, et donc ça fait partie d'une réduction finalement du prix, puisque si vous aviez fait les choses dans les règles, la valorisation de l'entreprise n'aurait peut-être pas été la même finalement.
Donc, cette garantie d'actifs passifs, le plan de paiement, les conditions aussi, par exemple, d'accompagnement sont très importantes. C'est-à-dire, est-ce que vous allez continuer à travailler dans l'entreprise? Est-ce que pendant que vous travaillez pour l'entreprise, vous touchez encore votre salaire? Ou est-ce que c'est compris dans le prix de cession? Tout ça, ce sont des clauses, en fait, finalement, à prendre en compte. Il y a bien sûr tout ce qui est lié à la non-concurrence aussi. Donc, généralement, un repreneur va demander ce que vous signez les clauses de non-concurrence pour éviter que vous démarriez le même type d'entreprise finalement à 500 mètres de là, avec vous, votre expérience, vos contacts passés, et finalement, vous videz l'entreprise de tout ce qu'elle avait comme valeur, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, ses prix, et vous venez faire une concurrence déloyale. Donc, il y aura forcément un moment, un accord de non-concurrence sur un temps, une durée, une zone géographique et avec un domaine spécifique. C'est-à-dire, on ne peut pas dire vous n'avez pas le droit d'entreprendre pendant 3 ans dans la ville de Strasbourg. Ça, c'est interdit. Par contre, ça peut être interdit de dire dans la ville de Strasbourg, pendant 3 ans, vous n'avez pas le droit de créer un magasin de jus frais, par exemple. Admettons que vous vendiez une société qui fait des jus frais, vous ne pouvez pas la vendre et commencer une autre à 500 mètres de là avec un nouveau nom, une nouvelle marque, peut-être les dettes en moins que vous laissez à l'ancien, au nouveau dirigeant de l'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est des choses très importantes à mettre en compte. Et également pour vous, hein, c'est des protections dans les deux sens, autant pour le repreneur que pour les cédants. Après, il y a bien sûr faire appel à un avocat pour tous les petits détails, les choses en caractère, comment dirais-je, les formulations juridiques, etc. Je vous recommande vraiment de faire appel à un avocat pour ça. Alors, question de Camille. A-t-on le droit de recevoir plusieurs lettres d'intention? Alors, vous avez tout à fait le droit, et c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que vous avez plusieurs repreneurs potentiels. Par contre, en général, les repreneurs mettent dans leur lettre d'intention une clause d'exclusivité qui leur garantit que le temps qu'ils vont passer à faire des audits de votre entreprise, à s'y intéresser, à imaginer les plans futurs, etc., engager un expert comptable qui va faire l'analyse de votre comptabilité, tout ça, ça représente des coûts finalement pour eux. Et donc, ils vont demander une clause d'exclusivité. Et vous pourrez en signer qu'une. Donc, même si vous recevez 4 lettres d'intention de 4 repreneurs différents, vous allez devoir choisir auquel vous allez donner priorité. Sachant que la lettre d'intention, c'est non engageant. Il y a toujours des conditions suspensives, tant pour vous que pour le repreneur. Et si vous découvrez finalement pendant les périodes d'audit que vous ne pensez pas que le repreneur est la bonne personne, vous pouvez tout à fait vous désengager de cette lettre d'intention et vous n'êtes pas obligé de vendre l'entreprise. Donc ça, c'est à garder en tête. La lettre d'intention n'est pas engageante finalement. Il y a toujours des conditions pour en sortir et c'est tout à fait normal. Que ça soit du côté du repreneur finalement pour qu'il ait la possibilité de constater que ce que vous nous avez annoncé, par exemple, les promesses au niveau des clientèles, ou alors quand il va faire l'analyse poussée des comptes, il va se rendre compte que le stock n'est pas vraiment au même niveau qu'au niveau comptable. On peut avoir un stock qui, au niveau comptable, vaut 100 000 euros, et dans les faits, il va en valoir 10 000, parce qu'en fait, vous vendez des vêtements et la saison est passée, mais d'un point de vue comptable, vous avez 100 000 euros de stock, mais vous n'allez jamais pouvoir les revendre 100 000 euros ou plus. Vous n'allez jamais faire de marge dessus. Donc, lui, il va devoir vendre à un discounter et il va perdre 90% de la valeur. Donc, tout ça, c'est très important d'avoir dans la lettre d'intention des clauses pour pouvoir sortir de cette lettre d'intention. Donc, vous pouvez en recevoir plusieurs, mais vous ne pouvez en signer qu'une en général. Et ça donne une période aussi. N'oubliez pas de mettre dans la lettre d'intention un délai dans lequel le repreneur doit finalement s'engager. Par exemple, lui donner 4 semaines ou 6 semaines pour faire ses audits comptables, fiscales et sociales. Et à partir de là, vous allez pouvoir dire, OK, écoutez, soit vous me présentez une offre ferme et on signe un compromis de cession, soit vous n'avez pas marqué votre accord dans cette lettre pour continuer le processus. Auquel cas, vous pouvez toujours retourner vers les 2 ou 3 autres repreneurs intéressés et leur dire, écoutez, le premier repreneur n'a pas fait l'affaire, les jeux sont réouverts, est-ce que vous êtes toujours intéressé finalement? Donc, question suivante, question de Jacques.
est-il plus facile de transmettre l'entreprise à ses employés qu'à sa famille? Alors ça, c'est un grand sujet, c'est une question extrêmement personnelle. J'ai envie de dire, ça dépend de vos employés, ça dépend de votre famille. Dans les deux cas, il y a un aspect beaucoup plus émotionnel que si vous faisiez une session soit à une société externe, soit à un entrepreneur, un repreneur individuel qui viendrait reprendre l'entreprise pour la faire grandir ou un investisseur. Les sessions intrafamiliales ou vis-à-vis de vos employés, ben, il y a forcément plus d'affectifs. Donc ça a des grands avantages, ça a aussi des grands inconvénients. Les grands avantages, c'est que, par exemple, vos employés connaissent l'entreprise, connaissent vos fournisseurs, vos clients, ils savent comment ça fonctionne. Ils savent très, très bien comment fonctionne votre entreprise et ils ont peut-être des idées pour la faire avancer, la faire grandir. A contrario, en général, s'ils ont été employés, ils n'ont pas forcément été dans la prise de décision. Ils ont peut-être suivi ce que vous leur avez dit de faire et ils ont, comment dirais-je, moins cette capacité de leadership. Donc, dans les employés qui vont reprendre, il faudra quand même une personne qui va prendre votre place finalement de chef, de dirigeant, de chef d'entreprise, de dirigeant, et qui va s'imposer finalement pour pouvoir continuer à porter l'entreprise dans une certaine direction. Il y a des principes de reprise en scope, et là, c'est vraiment encore un autre processus où tout le monde est actionnaire, en tout cas, tous les employés qui le souhaitent deviennent actionnaires, et le processus pour désigner le président de l'entreprise est soumis au vote, etc. C'est vraiment un mode de fonctionnement particulier. Mais si on ne parle même pas de scope, mais par exemple, peut-être que deux ou trois employés veulent reprendre l'entreprise pour la faire grandir, il faudra forcément que parmi ces personnes-là, eh bien, ils aient les capacités de gestion finalement d'entreprise que vous aviez. Si vous voulez transmettre à votre famille, il y a d'autres processus en jeu et d'autres enjeux émotifs. C'est-à-dire qu'une personne de votre famille, vous allez forcément vouloir l'aider plus longtemps que si c'est quelqu'un d'étranger finalement, quelqu'un de nouveau à l'extérieur. Vous allez peut-être l'accompagner 3 mois, 6 mois. C'est pas dit que vous vouliez rester pendant 1 an peut-être pour l'aider, lui prêter renfort et être entre guillemets 24 heures sur 24 joignable pour répondre à ses questions, à la moindre question. Et c'est normal. Dans le cadre de la famille, vous allez peut-être avoir ça. Par contre, s'il y a des problèmes d'ordre financier, par exemple, pour être payé, ça peut aussi jouer sur les relations intrafamiliales. Ça peut créer des distanciations, etc. Donc, c'est vraiment deux choses très différentes, mais qui ont des impacts émotionnels très, très forts. Donc, il faut garder ça en tête. Alors, question suivante de Sylvie. Je ne trouve pas de repreneur, que faire? Alors ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup d'entreprises. On parle de au moins 30 000 entreprises en France qui sont annoncées à la vente et qui ne sont pas vendues tous les ans. Et ça va aller, entre guillemets, de pire en pire dans le sens où l'âge des cédants, des gérants d'entreprise a tendance à augmenter puisque les personnes ont peut-être créé l'entreprise il y a 30 ans et ils arrivent dans les tranches d'âge 55, 60, 65 ans. Et on sait qu'il y a une sorte de papy boom qui arrive en France et donc forcément, d'un point de vue mécanique, il y aura de plus en plus d'entreprises à céder et il n'y a pas forcément beaucoup plus de repreneurs sur le marché. Donc, il faut se poser plusieurs questions. Pourquoi votre entreprise n'est pas encore reprise, n'est pas encore transmise? Et là, il faut regarder quelle est votre manière de fonctionner. Peut-être qu'elle a été mal valorisée. Ça m'est déjà arrivé de voir des entreprises qui ont été valorisées par des cabinets de transmission à des prix totalement décorrélés de la réalité. C'est-à-dire, si quelqu'un devait payer ce prix-là, le prix demandé, il lui faudrait 15 ans pour rembourser l'entreprise, alors que d'habitude, on parle d'une période entre 3 et 7 ans. Et 7 ans, c'est vraiment pour des entreprises qui sont très bien structurées, etc. On est plutôt en général sur 3 à 5 ans pour permettre un remboursement et que, en tout cas, à niveau constant. Donc, il faut se poser la question, est-ce que vous ne demandez pas trop d'argent finalement qui pourrait faire peur à un repreneur? Est-ce que si vous êtes seul dans votre entreprise, c'est aussi plus difficile de la transmettre puisque finalement la personne est entrepreneur, mais elle se crée un emploi finalement. Donc, si vous êtes, admettons, fleuriste et que vous êtes la seule à travailler dans votre magasin, eh bien finalement, la personne qui va reprendre, ça va être un fleuriste. Ça ne va pas être quelqu'un comme moi, par exemple, qui va être plus dans un rôle d'investisseur, de création
d'un élargissement du marché, etc., ça va être beaucoup plus difficile. Je ne pourrais pas, par exemple, me permettre de prendre une entreprise où il n'y a qu'une ou deux personnes, puisque ma stratégie à moi dans la reprise d'entreprise, c'est de prendre des entreprises qui en ont au moins 5 ou 6 et qui me permettent en fait de bâtir sur un noyau existant. Ici, si vous quittez votre magasin de fleurs, par exemple, eh bien, vous allez devoir trouver directement un employé qui va faire toutes les tâches que vous faisiez. La troisième chose, ça peut être, est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Il y a énormément de cédants avec qui j'ai échangé et qui me disaient, oui, au départ, je ne voulais pas trop en parler, c'est confidentiel, l'argent, je ne suis pas à l'aise avec, dans ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Et donc, tout ça, c'est des sortes de petits blocages psychologiques qui font que vous n'avez pas vraiment mis votre cœur à la recherche d'un repreneur. Et ça compte énormément, dans le sens où moins vous cherchez, moins vous allez trouver. Et donc, plus vous allez chercher, plus vous allez faire activement, peut-être mettre l'annonce de vente de votre entreprise sur un site internet. Peut-être que vous allez faire appel à un cabinet de transmission, peut-être que vous allez en parler à vos contacts, à vos fournisseurs, etc. Encore une fois, en dessous de la vidéo, il y a un article qui parle de toutes les poches et toutes les catégories de repreneurs potentiels. Et donc, tout ceci fait que finalement, il y a peut-être un repreneur, mais il ne sait pas que vous êtes à vendre. Donc, ça, c'est une grande partie du problème en général aussi. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que l'entreprise est à vendre. Si vous n'en parlez pas, personne ne le sait. Si personne ne le sait, personne ne peut vous proposer des idées. Parfois, ça va être une cousine, un oncle, etc., qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et c'est lui qui va être le repreneur. Donc, n'hésitez pas en fait à en parler également. Alors, question suivante de Luc. Alors, une question qui revient très souvent aussi, que j'ai vu aussi sur Internet. Vaut-il mieux céder son fonds de commerce ou les parts de l'entreprise? C'est un vaste sujet. Dans le sens où si... Donc, on va remettre en contexte pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi on parle. La vente du fonds de commerce consiste en gros à vendre les actifs, donc c'est-à-dire la clientèle, les fournisseurs. S'il y a un local, en général, le bail va avec. Si c'est un site internet, le nom de domaine, le site e-commerce par exemple avec, etc., etc. Ce sont les actifs de l'entreprise. Ils ne reprennent pas tout ce qui est le passif ou la trésorerie. Donc s'il y a des dettes, s'il y a des emprunts en cours, s'il y a un compte courant d'associé, etc., tout ça, ce n'est pas repris en fait par le repreneur. Il va juste prendre l'activité en elle-même. S'il y a des contrats de travail, ils sont transférés aussi dans sa nouvelle entreprise. L'avantage pour un cédant de vendre son fonds de commerce, c'est qu'il a encore une structure morale, donc une entreprise, une personne morale, qui va pouvoir peut-être faire d'autres activités. Ou alors peut-être que le fonds de commerce, c'est une des activités de l'entreprise que vous voulez céder, mais vous voulez garder le reste parce que l'entreprise a son assise financière, etc., etc. Donc, il y a différentes raisons pour ça. L'inconvénient pour un repreneur d'acheter un fonds de commerce, c'est que lui, il n'a pas de passif. Il va devoir renégocier peut-être avec des fournisseurs, re-signer des nouveaux contrats avec le nouveau nom de la société. Il va devoir injecter du cash directement dans l'entreprise pour acheter un nouveau stock, payer les salaires, alors que vous aviez peut-être une trésorerie qui était en place et qui faisait que voilà, ça tournait et il n'y avait pas ça à prendre en compte. Donc tout ça, c'est très important à prendre en compte. Également, si vous n'avez pas d'autres activités dans votre entreprise et que vous vendez le fonds de commerce, vous allez devoir vous fermer l'entreprise, qui a aussi un coût et qui est un processus relativement long. C'est-à-dire qu'il va falloir justifier des choses et expliquer sur des papiers auprès du greffe du tribunal, etc., pourquoi vous liquidez l'entreprise. Enfin, ce n'est pas un processus simple de fermer une entreprise. Autant ils ont facilité la création d'entreprise, autant la fermeture d'entreprise, c'est encore un processus relativement long. Pourquoi vendre les parts de l'entreprise? Ici, c'est un autre avantage et un autre inconvénient. Donc l'avantage, c'est que, une fois que c'est vendu, vous n'avez plus rien à gérer. Vous récupérez, vous, l'argent de la vente. Il y a bien sûr les taxations, et je vous invite à avoir un fiscaliste pour planifier la meilleure moyen de vendre. Mais vous êtes aussi, par exemple, débarrassé des dettes. C'est-à-dire que les dettes contractées par l'entreprise, c'est le nouveau repreneur qui va s'en occuper de la rembourser. Si ça doit lui prendre 5 ans ou 10 ans, c'est entre guillemets son problème.
De l'autre côté, il va aussi récupérer une partie de la trésorerie. En général, vous allez vouloir récupérer la trésorerie excédentaire, mais ça fait partie du prix de négociation, etc. Mais le gros avantage pour un repreneur de reprendre des parts, c'est que l'entreprise, elle est opérationnelle. Il n'a pas besoin d'aller signer des nouveaux contrats. Les employés sont toujours aux mêmes conditions, etc., etc. Donc, ça va être facile, ou en tout cas plus facile qu'un fonds de commerce. Il a aussi peut-être moins besoin d'amener du cash immédiatement, puisque l'entreprise tourne, les comptes sont là, la trésorerie est là, et donc finalement, vous n'avez pas besoin en tant que repreneur d'amener un niveau de cash supplémentaire par rapport au prix de cession. Donc tout ceci, ça rentre dans la négociation. Ça ne va pas être le même tarif pour un fonds de commerce que pour les parts. Et il y a différentes méthodes de valorisation. J'explique, et je vous mettrai un lien aussi en dessous de la vidéo, qui parle de la valorisation des parts sociales, puisque c'est ce dont moi je suis spécialisé. Je ne reprends jamais de fonds de commerce. Principalement pour cette question de rapidité en fait, de mise en action de mes idées de développement d'entreprise, etc. Je préfère avoir les parts d'une entreprise prête à être reprise et à partir en croissance, au lieu de devoir gérer des nouveaux contrats, amener du cash, être sûr que tout est encore là. Et la définition même d'un fonds de commerce est parfois à géométrie très variable d'une annonce à une autre. Et donc, c'est parfois difficile de faire des comparaisons également. Enfin, la dernière question que j'ai reçue, question de Céline. Comment valoriser ma startup alors qu'on est en progression de mois en mois? C'est très compliqué, honnêtement. C'est très compliqué de valoriser une startup. Pourquoi? Parce que justement, donc la définition d'une startup, ce n'est pas une jeune entreprise, c'est une jeune entreprise en croissance. Donc en général, elle n'a pas 3 ans, 3 bilans derrière elle pour prouver ce qu'elle faisait. Et de mois en mois, il y a 10, 15, 20, 30% de croissance supplémentaire dans le chiffre d'affaires. Et donc, c'est difficile de se dire, OK, à quel niveau elle va s'arrêter, à quel moment on va atteindre un palier finalement qui fait que voilà, sa valorisation, on peut estimer que là, elle est à 200 000 € de vente. En décembre, elle sera à 1 million et 1 million, c'est son premier palier de croissance finalement. Donc, c'est extrêmement difficile de valoriser une startup et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Est-ce que c'est une technologie nouvelle? Est-ce que c'est un nouveau moyen de commercialiser, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà vu des vagues de clients et des périodes de récession? La valorisation d'une startup va en général comprendre une énorme clause de earn-out qui va vraiment être basée sur les chiffres futurs. Parce que quand on achète une startup, finalement, on achète un futur, mais il dépend énormément aussi des fondations que vous avez mis en place. Et donc, les clauses d'earn-out vont être extrêmement variées et diverses finalement pour couvrir ce risque qu'un repreneur va prendre. Et c'est un domaine très, très particulier dans lequel moi, je n'opère pas. Je préfère des entreprises qui ont déjà une certaine activité, quitte à ce qu'elles soient stables et pas en croissance. Ça, je sais très bien amener de la croissance, ce n'est pas un problème pour moi. Par contre, une startup, c'est un travail vraiment différent au niveau de la reprise, avec en général une implication très forte au démarrage pour pouvoir justement accompagner et continuer à avoir cette croissance. Si vous avez une croissance de 20% par mois, ça demande d'engager des nouveaux collaborateurs beaucoup plus souvent. Ça va demander d'adapter peut-être le niveau de liquidité, etc., etc. Enfin, il y a vraiment des contraintes très spécifiques aux startups et reprendre une startup, c'est un vrai métier. Et ça ne se fait pas de la même manière que reprendre une entreprise qui est déjà établie depuis quelques années, qui fonctionne et qui est en mode croisière, on va dire. Ou alors même une entreprise qui est en difficulté, ce n'est pas encore les mêmes méthodes finalement à appliquer pour une startup en pleine croissance. Donc, je n'ai plus de questions pour le moment. Et pour le moment, je regarde, personne d'autre ne s'est connecté. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve le mois prochain pour une autre session de questions-réponses. À bientôt!